Un grand merci à notre réalisateur du jour. Merci également à toute la grande équipe et nos salutations ce matin vont également à tous les personnels de B1, ceux qui sont déjà fidèles à leur poste depuis 7 heures. Hein. Il y en a qui sont là en train de travailler. Il y a nos journalistes qui sont déjà descendus sur le terrain pour nous récolter les informations qui vont ramener pour traiter afin que ces dernières soient donc diffusées. Alors, restez branchés sur B1 Télévision, au moins vous serez gâtés. Il y aura la rediffusion des Madjabou, après on est ensemble, il y aura beaucoup d'autres de programmes. Le B1 a vraiment bien garni son programme, donc vous n'allez pas vous ennuyer. Je l'ai dit dans ma petite introduction que le monde entier célèbre aujourd'hui la journée du don de sang. Hein, c'est une journée vraiment internationale, 14 juin. Et aujourd'hui, il y a également beaucoup d'activités qui sont organisées. Il y a même certaines personnes qui ont décidé d'aller d'aller faire ce don du sang pour sauver des vies. Alors, il y a tellement de questions, tellement de complications, tellement de préjugés là-dessus. Nous allons en parler, on en parle ce matin avec nos différents intervenants. Donc, les sujets est transfusion sanguine, importance et préjugés. C'est ça notre thème. Vous pouvez également prendre part à ces tranches d'animation. Il y aura notre numéro qui sera affiché au bas de l'écran. Mais participez si vous avez des questions. Nous avons des experts sur ce plateau. Ils sont tous congolais, des pères et des mères. Bon, là, je les taquine. Mais sinon, ils sont congolais, ils sont africains. Et s'ils sont là, c'est tout simplement parce qu'ils vous aiment. Ils veulent bien apporter un peu de lumière également dans vos esprits. Il y a monsieur le docteur, il est docteur. Docteur coordonnateur adjoint du VIH, il est là, lui c'est monsieur Arnaud Vakiele Mangelo Chimanga. Il y a trop de mélange dans votre nom. Hein? Bienvenue docteur. Prenez votre micro. Ce sont les parents. J'espère que c'est allumé. C'est allumé? Oui, c'est allumé. Merci bien, je pense que ce sont les parents. Oui. Oui. Donc il y a Vakiele, il y a Mangelo et puis il y a Chimanga. Il y a autant de provinces dedans. Donc allez-y comprendre. Mais sinon, il est congolais. Et juste à côté de lui, il y a également un autre médecin, le docteur Kabamba Mouninga Paul, qui est donc le chargé de formation au CNTS, expert également en sécurité transfusionnelle. CNTS, ça veut dire donc le Centre National de Transfusion Sanguine. Bienvenue, docteur Kabamba, votre micro. Bienvenue, madame. Et de l'autre côté, les experts également, maison, des citoyens congolais. Monsieur Landa est là, monsieur Patrick Sahel, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, maman Dorcas, et merci. Je salue aussi les docteurs qui sont en face de nous, docteur Kabamba et Chimanga. Voilà. Et vous est déjà arrivé de donner également votre sang pour sauver une vie? Bien sûr, je suis donneur universel, Okay. c'est comme ça qu'on dit, donc chaque fois qu'il y a besoin. Et comme moi, je suis dans un groupe sanguin qui est... Je ne sais pas si je dois dire que j'ai beaucoup de sang et ça Okay. augmente à tout moment. Donc, chaque 3 à 4 mois, je donne le sang. Ok. Voilà. Et à côté de lui, il y a notre prince qui est là. Prince, ça va? Très très bien, Vous avez aussi donné du sang un jour pour sauver une vie? bien évidemment. Donneur universel aussi? Donneur universel. Et c'était, c'est vrai qu'on avait commencé par une première fois. Ok. Et après, on en a pris l'habitude. Sans peur ni crainte? De manière vraiment plus ou moins régulière quand même maintenant. Ok. Oui. Moi, je croyais que les donneurs devaient être plus gros, donc on dit quand ils sont comme ça, donc ils ont beaucoup de sang. Mais Prince, il n'est pas si gros, hein, mais il est donneur. Alors, d'entrée de jeu, chers médecins, je vais commencer par vous. Vous allez, si vous pouvez nous expliquer avec des termes simples pour aider également la population à comprendre. On nous parle ici aujourd'hui de la Journée mondiale de la transfusion sanguine. C'est quoi une transfusion? Docteur Kabamba, je commence par vous. Bon, en fait, si on doit aller sur le plan technique, une transfusion, c'est en fait cet acte qui consiste à prendre du sang chez une personne en bonne santé, qu'on appelle donneur,
et à donner à une autre personne qui en a besoin, qu'on appelle receveur. En fait, si on peut résumer, la transition, c'est comme ça. Docteur Chimanga, docteur Arnaud, vous voulez ajouter quelque chose? Bien sûr que oui. Bon, quand on parle beaucoup plus de la transfusion sanguine, on voit d'abord un transfert de sang entre deux personnes. La première personne, nous avons d'abord le donneur, la personne qui donne du sang. Okay. Et la deuxième personne, les transfusés, la personne qui va percevoir les sangs. C'est ça la transfusion. Ok, donc vous avez compris comment ça se passe, ces transferts-là. Mais j'ai mis une précision avec le docteur Kabamba, c'est que la personne qui donne est en bonne santé. Et la personne qui reçoit, celle qui reçoit, on suppose qu'elle est en manque, elle est malade, elle en a besoin. Voilà, l'explication est très, très, très simple. Alors, il y a un baladeur, avant de continuer avec nos questions-réponses sur ce plateau. Boaz Opela est descendu également à la rue pour faire parler un peu les citoyens congolais. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce que si on peut suivre ces baladeurs? Kozongsa makila eza mabe po makila na ye ndenge eza na nzoto nga nayebi te nga aza na mama leki na nga bazongisa ye makila ya mutu me lelo akota mabele mpo makila ezalaka mabe toya koyeba ngo na retard bamisu bakóma na hôpital ya nsima ndako azwi makila kaka asala ta teste te aluki chasse ao pire azwi chasse ao pire atie babandi ozongisa mutu nzoka nde eza mabe nga mpo na nga kozongisa kopesa mutu makila eza mabe bongo eza mabe mpo na makila na yo nayebi ndenge eza te nazwi kaka napesi mwana loba ya nga moko na mwana na nga sava me ya mutu kaka nde ezalaka na kene hôpital o aide ya makila azwi babendi basala ta teste te bazongisi mwana ezalaka mabe. Bon, mpo na ngai namoni eza mabe par rapport à nike groupe ya yo na groupe oyo ya nga eza ndenge moko te donc makila na ngai na oyo ya yo eza différent parce que mpo anini makila ya yo ntango yo ozwa okozala mpe na maladi na kati ya nzoto na yo ntango babimisi deya makila na yo batie na nzoto na nga na nga mpe nazwi maladi yango wana sikoyo tomonaka eza mabe. Bon, mpo na ngai kosunga mutu mpo na makila eza mabe te me kozongisa mutu makila nde eza mabe parce que nayebi mutu moko boye mwana mokie bazongisa ye makila me makila bakoremarke ke ezalaki infecté déjà mwana wana ezalaki makila oyo bazongisaki ezali makila ya mutu aza deya mokolo un moment donné misu na ye akomaki aveugle me to bakosala bateste nsima nango bakomonake makila moko bazongisaka ye eza makila mutu azalaki deya plus âgé parce que mutu ntango aza kokola makila na ye nde ekomaka beaucoup plus faible me ntango bazwi mwana mokie bazwi makila moko ya mutu mpaka bazongisi ye il y aura toujours des inconvénients après parce que makila ekomi déjà moko ekomi déjà éveillé mais bazwi makila ya mutu déjà koli bazongisa ndoto moko ya mokie donc mpo na nga kozongisa makila pene eza bien te mpo na nga mwana nga ata asili makila nde nini vomie napesi bakisi ke nazongisa makila donc transfusion eza mabe makasi. Eza bien, c'est par rapport, c'est pour d'abord sauver la personne. Si, par exemple, moi, ou bien j'ai un frère qui a besoin de sang et que je suis capable de donner une somme compatible, je pourrais donner pour sauver la vie de mon frère. Ou même si ce n'est pas mon frère, une autre personne, je pourrais toutefois sauver. C'est pour sauver la vie d'une autre personne. On ne peut pas laisser la personne juste comme ça et mourir juste à cause de sang. Donc, s'il faut que j'aide quelqu'un pour la transfusion, je le ferai. Moutoumsa cause en cas ya problème ya makila. So pesi ça peut bien pour nous na muninga alingaka kufa yo bikisi na liwa et puis carte de bénédiction pa nzambe. Parce que na clinique universitaire na yoka papa biso travailler kuna mais na yoka ba déranger pour na makila ba ye ka makila ba zela mutaya ko pesa ezaki moi na retard mais si donneur ayo ko bima ezaki da trop tard pa yaki da na makila vraiment te. Nde na mona ka mutu wana akufa. Trop de préjugés aussi. Alors, on va en parler avec nos intervenants de ce matin. Vous avez compris quand même c'est quoi. Lorsqu'on parle d'une transfusion, on fait allusion à quoi? Donc, au sang. Ces transferts-là du donneur aux malades. Et c'est pour sauver
également des vies. Ils ont évoqué beaucoup de choses, on va en parler au fur et à mesure que nous allons avancer. Mais est-ce qu'on peut parler déjà de l'importance et des avantages même du transfusion sanguine? Docteur Arnaud, docteur Kabamba, avant que M. Patrick et Prince prennent la parole. D'accord, merci bien. Bon, quand on parle beaucoup plus de l'importance de la transfusion, on doit d'abord comprendre l'importance du sang dans l'organisme humain. Le sang sert à quoi? La première des choses, le sang sert d'abord à faire en sorte que l'organisme ait de l'oxygène comme transport. La deuxième des choses, nous avons au niveau du sang l'apport de nutriments, tout ce qui est comme glucose et vitamines. Cette circulation-là est faite via les sangs. La troisième des choses, nous avons les acides aminés ou les hormones. Ça marche toujours avec les sangs. Donc le sang constitue notre moteur dans l'organisme. Ok. C'est ça ce que je peux au moins compléter. L'importance du sang, donc on retient, c'est le moteur. Oui. Merci beaucoup, madame. Comme le docteur venait de le dire, d'abord, je vais rappeler la journée d'aujourd'hui. Le thème de la journée d'aujourd'hui, c'est « Donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde ». Okay. C'est ça le thème de la journée d'aujourd'hui. Donc, donnez votre sang pour faire battre le cœur du monde. Comme le docteur l'a dit, en fait, le cœur, c'est comme notre moteur. C'est quand vous avez un moteur dans un véhicule, il n'y a pas de carburant, les véhicules n'avancent pas. Donc, en fait, le sang, quand on doit donner le sang, c'est pour alimenter notre cœur, qui est notre moteur. Donc, c'est-à-dire, quand nous donnons le sang, nous faisons vivre le monde entier. Okay. Parce que le monde entier, on le considère comme une voiture. Et quand on donne le sang, on donne comme le cœur du monde. Donc, quand on fait fonctionner le cœur du monde fonctionne convenablement. En fait, c'est ça, à part tout ce que le docteur Arnold a dit. Il y a beaucoup de... Parce qu'en fait, les trois grandes fonctions du sang, les trois grandes fonctions, c'est le transport d'oxygène, la défense de l'organisme. Quand vous vous blessez, quand vous êtes malade, c'est le sang qui fait assez que vous puissiez vous défendre. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'hémostase, bien la coagulation. Quand vous vous blessez, pour que la plaie se ferme, c'est le sang qui agit. Okay. Pour que la plaie se ferme. Il y a ce qu'on appelle les plaquettes. Ils viennent obstruer le trou qui s'est créé dans le vaisseau pour que le sang ne puisse pas sortir, pour que vous ne puissiez pas vous vider de votre sang. Et c'est en fait, si je peux résumer en ces termes-là. Voilà. Monsieur Patrick? Oui, je suis très heureux de la réponse que le docteur a donnée, parce que quand on m'a balancé, quand on m'a donné le thème d'aujourd'hui, je suis quand même allé faire certaines recherches, parce que moi je ne suis pas du domaine, mais je devais quand même parler, alors les recherches étaient importantes. Alors, dans la définition que les médecins ont donnée, j'attendais peut-être entendre quelque chose que je n'ai pas entendu, les médecins vont nous informer là-dessus, parce qu'on a dit la transfusion, c'est lorsque on prend le sang pour... Je vais lire la définition. C'est le terme dérivé que je voulais entendre de vous, mais je ne l'ai pas entendu. On dit, la transfusion consiste en la perfusion dans une veine d'un receveur d'un produit dérivé du sang. C'est-à-dire que quand on transfuse le sang, passez-moi l'expression, il y a des cas. Peut-être que la personne n'a besoin que des plaquettes. Peut-être que la personne n'a besoin que de globules rouges. Peut-être que la personne n'a besoin que de... Le troisième, là, on a dit ici, c'est les plasmas. C'est ce que vous avez appelé la coagulation. Voilà. Je crois que je suis dans le branche jusque-là. Ben, quand on transfuse ici, est-ce qu'on tient compte de ça? Est-ce qu'on tient compte des dérivés? Parce que vous étiez dans la généralité. J'ai voulu savoir, parce que la personne a perdu du sang. Est-ce qu'on fait des recherches pour savoir, est-ce que la personne a perdu du sang, elle a besoin de globules rouges, elle a besoin, son problème c'est le plasma ou son problème c'est les plaquettes? Parce que si il faut juste prendre le sang et transfuser à quelqu'un sans faire des examens au préalable pour savoir pourquoi il perd le sang, pourquoi il y a diminution du sang, là il y a un problème, mes chers docteurs. Bon, peut-être une précision, comme vous l'avez dit, que vous l'attendiez, vous n'avez pas eu. En fait, on était un peu beaucoup plus synthétique. Voilà. En fait, le sang, c'est la transfusion du sang ou de l'une de ses composantes. Voilà. Okay. Quand on dit l'une de ses composantes, ce sont les dérivés. Quand on dit le sang, c'est le sang rouge que nous voyons dans la poche. Quand on prélève chez un donneur, le sang rouge, c'est ça le sang. On appelle ça sang total. C'est-à-dire qu'il y a un sang qui n'a pas subi aucune transformation. Okay. Mais ce sang total-là, on peut le prendre, on les sépare. Voilà. C'est en fait ça qui va produire les dérivés.
On fait le sang, on les met dans des machines qui font... Est-ce que dans nos dispensaires, là, dans nos petits trucs de coin, là, quand ils font des transfusions, ils ont le temps de chercher les dérivés et comprendre que la personne a besoin de ça, de ça, de ça, ou c'est juste comme ça, bon, moi, on a maquillé, s'il faut, on lui pompe le sang de trucs. J'allais terminer par quelque chose. En fait, c'est un problème de communication, un problème d'information. Oui. Le CNTS le fait. Il y a certaines structures aussi qui les font. Mais le CNTS a cette capacité de mettre un donneur. Nous avons déjà acquis cette machine. Nous mettons cette machine et cette donneur sur une machine. La machine récupère le sang total, rentre dans la machine. La machine récupère que l'élément dont on a besoin, par exemple les plaquettes, et le reste du sang rentre chez les donneurs. Ça, c'est ce qu'on appelle, on a ce qu'on appelle le prélèvement par le sang total, qu'on va traiter, mais on peut avoir un prélèvement par aphérèse. C'est-à-dire, vous prélevez la cellule dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de globules rouges, le sang va sortir chez les donneurs, la machine les sépare, le reste, les autres composantes rentrent chez les donneurs, la machine ne récupère que les globules rouges. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans nos universités, c'est pas ce qui se passe non, j'ai dit ça, c'est la machinerie dépend d'un niveau de chaque, ce qu'on peut dire en fait, le plateau technique. C'est comme ça que quand on a créé le CNTS, c'était pour gérer tous ces problèmes-là. Tout hôpital n'est pas capable de faire ça, parce qu'il y a une structuration. Quand on dit le CNTS, on a la capacité du CNTS. Quand on dit les hôpitaux, parce que les gens pensent que les hôpitaux, tout ce qu'il y a comme l'Igablo, c'est un hôpital. Non. Dans la classification de santé, un hôpital, c'est-à-dire qu'il y a les 4 services, comme la gynéco, la chirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, et ce qu'on appelle les paracliniques, donc les radios et autres. Mais il y a des centres de santé. Un centre de santé ne peut pas hospitaliser un malade. Un centre de santé, c'est que le malade vient, il les gère et il les transfère dans un hôpital où on peut les gérer. Mais tel qu'il se passe en RDC ici, dans notre ville ici, c'est les cacophonies totales. Tu es hospitalisé dans un centre de santé, on te soigne, on te donne tous les soins et puis tu rentres chez toi. Ce n'est pas Quand possible. ça ne va pas, vous revenez, ils vous disent en ce moment-là, il faut transférer. Voilà. Au lieu de le faire déjà après avoir donné le premier soin, que maintenant vous pouvez aller dans un hôpital. Hein, il y a même un monsieur qui a évoqué ça pour dire que Bazui Makila est Mkolo. Alors vous êtes de ce centre national de transfusion où toutes ces études finalement pour séparer, comment on a appelé ça encore? Les dérivés. Les dérivés, voilà. Pour séparer les dérivés, savoir Dorcas a besoin de quoi, Prince a besoin de quoi. Alors, est-ce possible de prendre le sang du docteur Kabamba ici présent pour le transfuser à un enfant, pour ne pas que je donne l'âge. C'est peut-être une précision qu'il faut avoir. Le sang ne vieillit pas avec l'âge. Ça, il faut qu'on se le dise. Je peux avoir 70 ans, j'ai mon sang qui peut être le même comme un enfant de 15 ans, 16 ans. Le sang ne vieillit pas avec l'âge. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on transfuse, on fait ce que nous appelons une transfusion isogroupe, isorésus compatible. Expliquez. C'est-à-dire isogroupe, c'est-à-dire même groupe sanguin. Isorésus, même résus, quand on dit A+, c'est le plus, là, ça les RH. Compatible, c'est-à-dire que quand on teste le sang qu'on doit transfuser, avec le sang de la personne qui va recevoir, on doit savoir que c'est compatible. J'ai entendu quand vous avez passé les images sur le micro-baladeur, quelqu'un qui dit Bazui, il faut faire attention. Le sang du papa peut ne pas être compatible avec le sang de l'enfant. Ce n'est pas dit que parce que... Mais ça peut avoir le même résus, ça peut avoir le même groupe, oui. Mais il faut que ça soit compatible. Nous subissons beaucoup de maladies. Notre système immunologique peut produire certains anticorps que la personne peut réagir. C'est comme ça qu'on dit isogroupe, isorésus compatible. Parce que ça doit être compatible. Mais par rapport au vieillissement, non, le sang ne vieillit pas. Et nous les chrétiens, avec ce qui s'est passé avec Jésus-Christ à la croix, on dit la vie se trouve dans le sang. La vie se trouve dans le sang. Je sais pourquoi je le dis, je sais pourquoi j'insiste. Je vais vous poser une question par rapport à ça. Monsieur Prince n'a pas encore parlé. Donneur universel.
Qu'est-ce qui vous a convaincu à finalement accepter, à commencer à donner votre sang pour sauver des vies? Déjà, il faut se dire que l'une des causes, en tout cas principales, pour que j'accepte à donner mon sang, c'est cette observation que j'avais faite dans ma société. Il y a beaucoup de cas d'anémie, c'est-à-dire de manque de globules rouges. Et les gens meurent comme ça, par manque de sang. Tout à l'heure, les docteurs ont évoqué la question notamment des centres de santé, de ces ligablos des hôpitaux. Vous voyez un patient qui est acheminé dans ces centres, mais on lui prescrit d'autres médicaments avant même de détecter c'est quoi le vrai problème dont souffre la personne. Et après toute cette observation, je me suis dit, mais je dois me décider, je dois passer à l'acte. Mais je suis quand même d'accord avec vous quand vous dites qu'avec mon petit corps, comment ça se passe, parce que c'est vrai. Après l'opération, je ne suis pas moi. Je me sens quand même affaibli et il me faut un peu de temps. Il faut manger les légumes après pour essayer de me redonner la force. Mais c'est le principal qui m'avait poussé à donner mon sang sans préjugés. La seule raison, c'était de sauver des vies. Mieux vaut donner son sang gratuitement. Et comme on est chrétien, on s'est dit, bon, Jésus s'est décédé pour nous en versant son sang gratuitement. On peut aussi le faire. Vous décidez finalement de donner, vous allez, on retire un peu de sang de votre corps, après on a fait quoi? Parce que quelqu'un aussi a dit, bah, qui m'a killé, c'est pas maman qui n'a biso après quelques jours à Koufi. Est-ce qu'il y a eu des examens? Est-ce qu'ils ont testé finalement ces sangs-là? Alors, ce qui est évident, c'est qu'avec la structure à laquelle je donne de temps en temps mon sang, c'est que c'est vrai que, par exemple, lors de la première prise de sang, la structure n'était pas au courant de quel groupe j'étais. Mais ce qu'ils m'ont rassuré, et c'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'une fois pris le sang, ils rentrent chez eux, dans leur labo, et ils analysent le sang pour enfin le classifier en groupe. Et en cas de besoin, on sait transfuser cela chez les patients. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas depuis que la transfusion sanguine a été découverte, moi je reste convaincu que c'est l'une des prises en charge des patients, en fait des prises en charge cliniques des patients, que nous devrions vraiment adhérer à cela. Parce que nous avons vu des vies être sauvées, mais aussi nous avons vu des gens perdre leur vie. Voilà, des gens perdre leur vie. Donc c'est quelque chose que nous pouvons donner sans beaucoup trop de préjugés. Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes que nous avons suivies tout à l'heure, qui se disaient non, c'est pas bon, ainsi de suite. C'est vrai, quelque part, c'est aussi une question de l'ignorance. Parce que la prise de sang ne veut pas dire qu'on transfuse directement. Dans des hôpitaux sérieux, on passe par l'analyse de ces sangs avant la transfusion. Heureusement que tu parles dans des hôpitaux sérieux. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose, Maman Dorcas. Je sens que les médecins ici sur plateau, ils sont butés à un problème. Le problème, c'est le problème matériel. OK? Vous savez, quand on a parlé des dérivés, une fois je suis allé dans un centre de santé, un cousin, sa femme avait accouché. Et je viens comme ça, la dame me dit ceci. Je dis en lingala parce qu'elle a parlé comme ça. Moi, si tangwa boti a perdaki makila mingi, alors babengaki mobali na ye, qui est mon cousin. A pesi makila na butu ana bazongi seli moisi. Ça se fait, c'est fréquent ici au Congo, à Kinshasa. C'est pas tous les centres qui sont matériellement au point. Déjà pour faire l'examen et savoir, Namakila Oyo, on veut quoi? On veut les plaquettes, on veut le plasma, ou on veut juste soutirer le globule. C'est pas tous les centres qui sont structurés dans ce sens-là. C'est-à-dire, vous ne nous aidez pas, chers médecins, ou soit l'État ne vous aide pas, et vous, en retour, vous tuez beaucoup de gens. Parce que la personne qui vient comme ça, on voit directement, il a un enfant qui a fait une forte fièvre et le sang a baissé. On vous dit, il faut directement... il a quel groupe?
il est de tel groupe et son papa. Non, pas son papa. On vérifie maman directement, sans savoir pourquoi il y a diminution de sang, pour savoir si l'enfant a besoin de quoi. Parce que dans le sang, il n'y a pas seulement ce liquide rouge qu'on voit. Il y a beaucoup de dérivés dedans. Peut-être que l'enfant n'a besoin que de quelque chose qui... il n'a pas besoin de tout le sang, en fait. Permettez que je dise comme ça pour que le citoyen comprenne. Mais vous prenez le sang et vous avez ici moi. Et moi, dans le globule blanc, vous payez dans place. À combien on a excès? Au pire des cas, ça lui conduit à la mort. Au pire des cas, ça lui conduit à la mort. Donc vous êtes responsable de certaines morts. De certaines choses. Surtout vous, le médecin, vous qui êtes également dans les centres. Alors vous savez ce qui se passe, le docteur Kabamba l'a dit ici, docteur Arnaud, vous savez ce qui se passe, comment ça se passe. Mais à votre niveau, qu'est-ce que vous faites également pour mettre fin à toutes ces choses? Je pense bien que nous avons de préalables avant au moins la transfusion. Et parmi ces préalables, la première des choses avant la transfusion sanguine, il faut d'abord prélever les sangs, faire les groupages sanguins. En faisant ces groupages sanguins, je vais au moins savoir que les donneurs et la personne que nous devons transfuser, est-ce qu'il y aura compatibilité de groupes sanguins? Est-ce qu'il y aura compatibilité de résus? On est ensemble? Donc, quand il y a incompatibilité de résus, incompatibilité de groupe sanguin, nous devons d'abord déclasser. La deuxième des choses, on doit d'abord faire les tests infectieux. Est-ce qu'il y a la présence des infections au niveau du sang? Est-ce qu'il y a la présence du virus? On a aussi le VIH. Parce que beaucoup plus, quand le sang n'est pas toutefois vérifié, on donne directement, comme on fait dans le bicoque du quartier, la personne qui est infectée par le VIH directement, la transfusée aura du VIH. Ça, vraiment, c'est certain. Et lorsque les bénéfices attendus sont supérieurs au risque encouru, vous faites quoi dans ce sens-là? Il faut toujours quantifier. Donc, si je sais bien que je donne 50, j'ai une poche de 250 unités, je ne peux pas donner mes 250 unités. Je dois toujours quantifier. Soit je donne 150 par rapport au poids de la personne qu'on va transfuser. En dehors du poids, je dois aussi voir l'âge. On ne donne pas pour donner. Et aussi la quantité que la personne a dans son corps pour voir combien il faudra... On prélève toujours d'abord l'hémoglobine ou l'hématocrite de la personne qu'on doit au moins transfuser. C'est à combien? Parce que c'est calculé en pourcentage. Si c'est à 7%, bon, je peux me dire, je donne 2 unités ou 1 unité pour augmenter les fiscs à 10, 11. Et puis on donne un supplément martial, du fer qu'on donne. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Moi, je vais faire une précision. Oui. D'abord, la première précision par rapport à nos 2 donneurs. Dire d'abord qu'il y a donneur universel, c'est une fausse information. Bon, ce n'est pas une fausse, une information qui n'est pas complète. Qui vient de vous. C'est vous qui nous avez... Une information incomplète. La médecine... Les médecins, en fait, qui nous ont dit qu'on était donneurs universels. Évolue. Voilà. Oui. Les donneurs universels qu'on appelle donneurs universels, c'était les groupes O. Voilà. Et les donneurs, les receveurs universels, les groupes AB. Donc lui, il reçoit de tout. Mais les O donnés à tout le monde. Mais il faut faire attention. Le O est donneur universel quand il ne donne que les globules rouges. Ok. S'il donne le sang total, il n'est pas donneur universel. Parce que le sang total, le docteur a dit, la composition du sang a, comme vous-même vous l'avez dit, les dérivés et autre chose. Parce que quand vous donnez les globules rouges, le plasma là vient avec d'autres composantes qui peut faire à ce que la personne qui va recevoir réagisse. Voilà pourquoi j'ai posé cette question de savoir maintenant, moi, je vais vous dire les risques encourus. Vous êtes face à 2 réalités. Les bénéfices de sauver la vie et à un taux élevé plus que le risque encouru. C'est-à-dire, la personne est mourante. Il y a le sang. Vous n'avez pas le temps de vérifier si... en fait, le sang a été analysé, le sang est bon. Mais on n'a pas le temps de chercher les dérivés. Lui, il n'a besoin que peut-être des globules. On s'est dit, bon, on donne seulement ce sang parce que le bénéfice qu'on attend est supérieur au risque encouru. C'est-à-dire, il risque de se retrouver avec le plasma en excès ou les plaquettes en excès, mais on donne d'abord ce sang qui contient le globule et puis on va voir... Parce qu'il faut d'abord sauver cette vie-là. Je vais vous dire une chose qui peut peut-être vous étonner. Le médecin, quand il soigne un malade, il a des contrats de moyens et non pas de résultats.
sais pas si vous suivez. Les médecins, quand ils soignent un malade, ça risque de il vous a un choquer. contrat des moyens et non pas des résultats. Ok. Il doit utiliser tous les moyens dont il a pour sauver la personne qui est en face d'elle. En fait, de lui, bien sûr, du médecin. Mais ce n'est pas dit que le médecin, quand il va soigner, tu dois nécessairement vivre. C'est ça le contrat des résultats. Les résultats n'appartiennent pas au médecin seul. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai compris. Donc, nous, quand on nous a que vous formés, soignez, donc il y a une autre main ou une autre personne, finalement, à qui dépendent les résultats. Parce que moi, je donne ce que j'ai. Je le fais par rapport à la connaissance que j'ai, mais ça ne dépend pas de moi si la personne sera guérie ou sera... Non, le médecin peut dire, je donne, comme il a dit, je donne du sang total. Ok. Il s'est dit, le sang total peut inonder, par exemple, les malades. Je dis non, alors pour vider les malades, je donne le Lasix. Ce sont des moyens qu'il doit utiliser pour sauver la personne. Alors il ne faut pas qu'il le fasse au pifomètre comme ça, comme s'il il blaguait avec la vie du malade. Il faut qu'il, quand il soigne les malades, il doit s'entourer de toutes les garanties possibles que ce que je donne, comme vous avez dit, les bénéfices Attendu. attendus est supérieur au risque encouru. Voilà. Mais ce n'est pas dit parce que tu as quelqu'un que tu vas sauver, ton sang a le VIH, mais comme toi tu veux sauver la personne, c'est un fait quand même la bénéfice, transfusion. la personne va vivre. Mais après, C'est ça. c'est ça. J'ai une question ici. Bonjour ma chaîne. Ah, bonjour. C'est Monsieur Arnold, donc votre Ndoi. Monsieur Arnold Massangu, depuis le Haut-Lomami, dans la ville de Kamina. Est-il possible de faire un transfert de sang d'une femme enceinte vers un patient qui en a besoin lorsqu'il s'agit d'un cas d'urgence? Non, en fait, le problème, c'est que quand un donneur vient, je dis bien, un donneur qui vient doit être en bonne santé. Je n'ai pas dit qu'une femme enceinte n'est pas en bonne santé, mais une femme enceinte a besoin du sang. Donc, il ne faut pas récupérer du sang chez cette femme-là, parce qu'une femme enceinte a 2 vies. Donc, elle donne son sang d'abord pour elle, et puis elle est en train de nourrir l'enfant qui est en elle. Il ne faut pas retirer le sang. C'est comme ça qu'il y a des critères quand on doit prélever chez un donneur. On doit savoir que la femme est enceinte, est-ce que la femme allaite, est-ce qu'elle est pendant ses menstruations, comme les femmes perdent le sang chaque mois. Il faut faire de sorte que, parce que quand vous allez prendre, vous risquez de prendre tout ce que vous avez parlé de Prince ici, que avec son corps, est-ce qu'il peut donner son sang? Non. Son corps, là, a une quantité bien précise. Et quand on doit prendre le sang chez Prince, on doit calculer la quantité à prendre chez Prince, qui ne peut pas être la même comme chez moi. Moi, j'ai 105 kilos. Lui, là, c'est peut-être 53 kilos. Et on ne va pas prendre 450 à moi. Et on prend aussi 450 chez Prince. Donc, en fait, c'est ça qui a l'importance du médecin quand la personne doit donner le sang. Le médecin doit consulter, comme le docteur Arnold l'a dit ici, le médecin doit consulter pour savoir que ce que je vais faire chez mon donneur ici, ça ne va pas poser préjudice au donneur. Ok. Parce qu'il y a des gens qui prennent le sang, non, Aza papa nae, comme il a dit, Bozwa kaka. Non. Même si tu es son papa, mais il faut que le sang qu'on va te prendre, que ça ne puisse pas te poser préjudice. Même si c'est ton enfant. J'ai une question, docteur. Je reviens. Bon, je vais voir, ça sera un peu comme la question de M. Patrick. Je dois subir une intervention chirurgicale. On m'a dit que je dois quand même prévoir quelques poches de sang. Hein, on avait prescrit, je devais en avoir, comment on appelle, la quantité qu'il y a dans un sachet. 450 millilitres. Voilà. Voilà. Alors, on me dit que je dois déjà, mais comme je n'avais pas une idée, j'avais déjà oublié mon groupe sanguin, je vais le dire comme ça. Alors, je devais refaire l'examen pour avoir des précisions. Je savais que j'étais haut, mais je doutais par rapport au résus, positif ou négatif. Alors, j'avais des doutes à ce niveau-là. Les médecins ont dit non, alors on va refaire et puis tu auras des précisions. Je le fais, j'ai des précisions et là, on me dit il faut acheter du sang pour prévoir au cas où il y aura hémorragie et autres. Mais intérieurement, moi, j'ai prié. Hein, je disais à Dieu, je refuse le sang d'une autre personne dans mon corps. Vraiment, je refuse. D'où ma question. Dans le sang, il y a la vie. On vient de le dire ici. Arrivé dans le bloc opératoire, tout s'est bien passé. Heureusement, Dieu avait entendu ma prière. On n'a pas utilisé ce sang-là que j'ai abandonné, là-bas. Alors, dans ce cas, docteur Arnaud, docteur Kabamba, lorsqu'on va acheter, on a seulement pris
parce qu'il y aura une intervention chirurgicale où on a tenu compte également de toutes ces choses. Parce que moi, je serai déjà dans le bloc opératoire. On sait que c'est O résiste positif. Ça, on le sait. On achète même du sang par rapport à ça. Mais est-ce que lors d'une intervention chirurgicale, on a besoin de quoi? Du sang dans sa totalité ou on a besoin des dérivés? Vous allez répondre à ça après cette page publicitaire. De retour sur ce plateau, il y a tellement de questions. Moi, c'est M. Marcel Gassongo, au Nord Kivu. Ma question est de savoir si avant la transfusion, on peut dissocier les dérivés après analyse. Ben oui, on a répondu à cette question. Vraiment, le médecin, d'ailleurs, c'est le docteur Kabamba qui a répondu à cette question parce que lui, il est chargé de formation au Centre national de transfusion sanguine. Donc, après de recherche, ben, on ne sait pas. Si on a besoin de globules, on récupère seulement les globules. Si on a besoin de plaquettes, on récupère seulement des plaquettes. Il avait dit. Merci beaucoup, monsieur Marcel. Bobby Mboila vient également de faire son entrée sur ce plateau. Avec lui, on parlera de ce que nous pouvons manger pour éviter également qu'il y ait tout le temps diminution de sang dans le corps ou encore augmentation du sang dans les corps. Alors, la question nous est posée ici. Est-ce qu'il y a des signes, il y a comment savoir que là, j'ai maintenant beaucoup de sang? Je vais poser la question à Prince aussi et à M. Patrick parce que ce sont des donneurs. Mais vous, en tant que médecin, est-ce qu'il y a des signes qui démontrent que là, la personne a beaucoup de sang, on peut quand même prendre quelques doses? Bon, dans le commun des mortels, quand quelqu'un a des vertiges, il a beaucoup de sang. Mais ce n'est pas toujours correct. Parce qu'en fait, les vertiges, il faut se dire, est-ce qu'ils ont des causes organiques qu'il faut d'abord exclure pour voir maintenant les causes fonctionnelles? Les causes organiques, beaucoup plus, parce que tel que nous sommes ici, ce sont nos deux oreilles qui nous donnent l'équilibre du corps. Il y a beaucoup de choses là, on ne peut pas expliquer ça maintenant. Mais il faut d'abord qu'on exclue ces causes-là. Mais si quelqu'un a des vertiges, des signes cliniques, bon, c'est vraiment difficile à dire que ces signes ici disent que la personne est... Il faut qu'on dose maintenant. On va faire l'analyse, on dose le taux d'hémoglobine pour savoir si quelqu'un en a en plus ou pas. C'est juste ça. Monsieur Patrick, vous vous sentez comment quand il y a beaucoup de sang dans votre corps? Moi, généralement, c'est les vertiges comme ça. Je sens qu'à un moment donné, j'ai des vertiges. Même quand je ferme les yeux, tu sens que le monde est en train de tourner. Alors, souvent, je pars d'abord à l'hôpital pour faire l'examen. Parce que la tension artérielle également fait comme ça. Ça, c'est pourquoi je voulais dire ça. C'est cas par cas. Ça dépend d'une personne à une autre, la fonctionnalité du corps de chacun. Le corps ne réagit pas de la même manière. C'est pourquoi moi, après ça, je vais d'abord faire l'examen pour savoir le taux de globules. OK. Quand on me dit que tes globules sont très élevés, soit je fais directement la pratique de donner le sang, ou je me mets dans un régime alimentaire qui peut stabiliser le sang. On me dit, il ne faut pas manger des trucs, beaucoup de sauce. Là, le médecin va m'aider parce que je vois, il est en train de... Voilà. Il faut voilà. Avec une précision. Voilà. Rapprochez un peu le micro de la bouche. Une précision. Quand quelqu'un a beaucoup de sang, il devient un mauvais donneur. Quand le taux est élevé. Quand tu as beaucoup de sang, tu deviens un mauvais donneur. En fait, on peut dire on a fait ce qu'on appelle une polyglobulie. Tu as plus de globules rouges. Alors il faut qu'on sache, et c'est une polyglobulie secondaire à une maladie, mais c'est une polyglobulie idiopathique, donc qui n'a pas des causes vraiment qu'on peut déceler facilement. Et quand cette personne a beaucoup de sang, il ne faut pas qu'il donne toujours le sang. OK. Parce que quand quelqu'un a une polyglobulie, il va avoir les globules rouges qui sont, parce qu'il y a des globules rouges normales, qui ont déjà grandi. Il y aura des globules rouges jeunes, qui sont dans le sang. Et quand on prélève ces sangs-là, les globules rouges jeunes sont des tueuses de la personne qui peut avoir. Parce que c'est comme ça que vous allez voir, à un moment donné, quand quelqu'un a beaucoup de sang, on prend ces sangs-là, on donne à un enfant, juste après la transfusion, à Salikibeka. C'est-à-dire c'est la rate. Parce que la rate, elle est le cimetière des globules rouges. Maintenant, elle prend, et ce qui est, donc les globules rouges normal, qui ne sont pas jeunes. Tout ce qui est jeune aussi, il récupère. Alors là, quand il travaille beaucoup,
Et ça peut, la rate peut grossir. C'est comme ça, à un moment donné, bon, nous sommes des cliniciens, docteur Arnold peut les témoigner. Avant, beaucoup de drépanocytaires, donc SS, voilà. Souvent on les opérait. On enlevait la rate. Mais pour le moment, on ne les opère presque pas. Parce qu'on fait la transfusion, la connaissance ayant évolué, on fait de sorte qu'on leur donne le sang qui peut les aider. Parce qu'avant, c'était, on donne splénomégalie, donc rate et vimbi, il faut balongol. On donne rate et vimbi. C'est comme ça, quand les drépanocytaires, comme on les transfuse beaucoup, après un certain temps, non, rate, ils ont les choses bien, balongol et ango. Mais si le donneur ne doit pas, en ce moment-là, il ne peut pas faire ce don, on fait quoi de tout ce sang qui se retrouve dans son corps? Je me mets sous un régime alimentaire différent pour... Bon, on peut te mettre sur le régime alimentaire, mais il y a ce qu'on appelle en médecine la saignée. C'est-à-dire? On va t'ouvrir une veine, le sang sort et on ne le transfuse pas. Ok. C'est une pratique de médecine. Voilà pourquoi est-ce que la journée d'aujourd'hui, on dit que c'est la journée mondiale du don bénévole. Il faut ajouter ça. Parce que quand vous dites du don, parce qu'il y a 3 catégories de donneurs. Les familiaux, les payants et les bénévoles. Les familiaux, c'est ceux qui, comme les autres ont dit dans les micro-baladeurs, moi, c'est mon famille, donc la personne de la famille vient donner le sang. Les payants, c'est que ce sont les gens qu'on voit tout autour des hôpitaux qui sont des vendeurs de sang. Mais ce sont les mauvais donneurs. Parce qu'il va donner le sang aujourd'hui, une semaine après il donne, une semaine après il donne, et celui-là a avoir beaucoup plus de cellules jeunes avec les complications que je vous ai données. C'est comme ça que cette journée d'aujourd'hui, on l'a instituée pour remercier vous, comme vous êtes là, les donneurs qui donnent le sang bénévolement. Et on met un accent particulier sur le donneur de jeunes. Pourquoi on met l'accent particulier sur le donneur jeune? Parce que quand quelqu'un commence à donner très jeune, le stock en sang dans la ville est, je crois dire, est presque garanti. Parce qu'il va commencer à 20 ans, c'est jusqu'à même 60 ans, s'il est toujours actif, il continuera à donner le sang. À Kinshasa, on a besoin, il y a au moins 500 à 1000 transfusions qui se font chaque jour à Kinshasa. Mais les gens qui donnent, c'est 100, 200. Le CNTS, quand on fait l'économie et par rapport aux statistiques, l'OMS demande à ce que chaque pays doit avoir au moins 80% de transfusions réalisées dans ce pays-là doivent être des sangs venant de donneurs bénévoles. Mais les RDC, nous sommes à 30-35%. Mais continuez à sensibiliser. C'est pour cela que nous remercions d'abord B1 pour l'avoir appelé pour participer à cette émission. C'est une émission de sensibilisation. C'est comme ça. La personne qui vous a appelé de Goma, là, à Goma, bien sûr, à Goma, tous les sangs qu'on transfuse dans la ville de Goma, ce sont des donneurs bénévoles. 100%. Ce sont des donneurs qui donnent bénévoles. Docteur, avant même de poser cette question-là, on a parlé de lorsque ça augmente, mais lorsque ça diminue, est-ce qu'il y a des signes rapidement? Nous courons derrière le temps. Est-ce qu'il y a des signaux également? Oui, le docteur vous a expliqué ici, les sangs transportent le globule rouge et le globule rouge transporte l'oxygène. Quand la personne n'a pas d'oxygène, c'est tout ce qu'il y a, fatigue, vertige, agitation, asthénie, donc zoto-LMB. Donc ça, c'est le médecin doit dire que non. Les signes tels que je vois, il n'a pas beaucoup de sang et il faut qu'il remette. Ça, ce sont des soins cliniques en fait. Monsieur Bobby, juste une question aux médecins. Les 2 médecins vont me répondre. Vous avez insisté ici, nous avons les donneurs qui vendent leur sang. Nous avons des donneurs familiaux. Nous avons également des donneurs bénévoles. Mais pourquoi nous donnons notre sang bénévolement? Et à votre tour, lorsqu'il faut sauver des vies, vous le vendez. Et trop cher. Ce n'est pas de l'escroquerie, ça? Je pense bien que le problème n'est pas au niveau de la structure, mais c'est un plaidoyer au niveau du gouvernement. Après avoir réussi les sangs auprès de nos frères, gratuitement, il y a des traitements, il y a les analyses, et dans tout ça, qui va subventionner? C'est l'hôpital qui va subventionner. Avec quels moyens? Il peut le faire aussi bénévolement. Non, mais il y a des produits là-dessus. C'est l'hôpital qui va subventionner parce que l'État congolais ne donne rien. Il ne subventionne pas les hôpitaux. Qui va subventionner? Ça revient encore à l'État congolais. L'État congolais,
Oui, mieux. docteur Kabamba, Si je rapidement. dois compléter, docteur Arnold, moi je fais, parce que cette question revient toujours, moi je fais seulement une simple analyse. Prix d'achat, prix de vente égale combien? Égale quoi? Prix d'achat plus bénéfice. Plus bénéfice. Nous achetons ça là à combien? Bénévolement. Non, nous l'achetons à combien? À 0 francs. Ah. Nous allons le vendre à combien? Parce que vous parlez beaucoup plus de vente. Nous utilisons ça comme coût de cession. Le docteur vient de dire, quand le donneur donne son sang, tous ces tests-là qu'on fait, pour nous, les donneurs bénévoles, ils reçoivent un pain, une boîte de sardines, et tout ça comme ça. Tout ça. Parce qu'on va payer combien? La personne qui va venir prendre ce sang-là, on va lui donner quel prix? Ce que les personnes qui viennent chercher prendre le sang font, c'est une contribution, leur contribution à avoir un sang de qualité. Les donneurs ont donné, le CNTS et les structures ont traité. Toi qui viens prendre, appuie quand même ces gens-là. Pour qu'ils récupèrent quand même leur argent de sardines. Même si on ne met pas le prix, même si on ne met pas le prix, mais si on veut mettre tout ce qui entre dans la production d'une unité de sang, une unité de sang ne coûterait pas moins de $50. Mais ça coûte moins de $50. Ça coûte moins de $50. Oui. Et puis il faut faire attention entre le coût de cession d'une unité de sang et le prix d'une transfusion. Le coût de cession, c'est l'unité que tu prends. Mais le prix de la transfusion, c'est par rapport aux structurations des structures de prise en charge. Même nous tous ici, quand nous allons dans les hôpitaux ici, tu peux faire la consultation à 5 000. Mais quand tu vas aux cliniques, tu vas prendre un spécialiste, il peut te donner à $30 la consultation. Donc ça dépend. Oh. C'est... On reviendra vers vous, Bobby Mbouala, diététicien. Alors rapidement, quelqu'un avait d'ailleurs posé la question, je les salue ce matin parce que et chez eux, dans leur confession religieuse, dans leur église, dans leur foi, eux, ils n'acceptent jamais la transfusion. Bah, toi, témoin de Jéhovah. Bah, on parle de belli maquillé s'ils vont pas le kanganga rouge ou mélanganga rouge. Maquilla, mon te côté. À moins que Yesu moi qui tape ça. Alors, est-ce qu'il y a des aliments que nous pouvons également consommer pour éviter qu'il y ait transfusion du sang, pour éviter que dans mon corps il y ait le sang de Patrick, comment on a comme au boum dans le quoi Patrick Sahel. Hein? Oui, merci beaucoup Maman Dorcas de faire partie de capitale. Et alors nous, dans notre domaine de la diététique, nous contribuons également à la prévention de l'anémie, à la prévention de ces problèmes qui est fatal. Parce que je connais, parce que de temps en temps, nous partons également dans des centres là où il y a les anémiques, hein, à Yolo Sud. Nous contribuons aussi sur le plan nutritif. Certainement, il y a des aliments qui sont riches en fer. D'abord, le problème, c'est que de savoir c'est que l'anémie, elle est ferriprive ou bien elle est pernicieuse. Ça, parce qu'il y a carence en fer, il y a carence en vitamine B12 et en carence en vitamine B9. Alors si c'est une anémie qui est due à la carence du fer, nous devons savoir que nous avons des types de fer. Nous avons le fer héminique et le fer non héminique. Le fer héminique, c'est le fer que nous trouvons dans la viande rouge, dans les abats, dans les poissons, dans le lait, vous comprenez, même dans les sardines. Ces fers-là, il est facilement absorbable. Il s'absorbe facilement dans l'organisme. Okay. Voilà. Alors, si vous avez quelqu'un qui a un problème de l'anémie, des fois, nous conseillons à la personne de manger le poisson, nous conseillons à la personne de manger les abats tels que le foie, les rognons, tous les restes de nos animaux et autres. Nous conseillons également la consommation de la viande rouge. C'est le fer héminique qui contribue aussi efficacement à lutter contre l'anémie. Alors dans le fer non héminique, nous avons le légume, nous avons les fruits, nous avons les légumineuses. Alors parmi les fruits qui contribuent efficacement au renforcement du sang, du fer, nous avons par exemple le mangousta. Hein. Il est aussi très riche en fer. Ouais, ok. Et des fois nous faisons de la pelure de mangousta. C'est-à-dire poisson mangousta. Des fois, même moi aussi avec ma femme, vous savez, si la femme est enceinte, des fois, elle a besoin de fer dans son organisme. Des fois, on recommande de consommer acide folique dans la pharmacie. Or, on peut facilement avoir du fer via le pelure ya mangousta. Tout ça, aux yeux, au longoli baposo ya mangousta, au tokisi yango, au salango jus. Alors, ces jus-là. Ils ont la saison mangousta. Si ce n'est pas dans la saison mangousta, il y a d'autres fruits. Okay. Nous avons par exemple le pelure et ananas. Okay. Vous savez, avec le pelure et ananas, il y a possibilité de faire le vin, il y a aussi possibilité de faire le jus pour consommer, pour renforcer le fer dans l'organisme.
Nous avons également dans le légume. Le légume particulièrement, nous trouvons le bissap, ce qu'on appelle communément ngaïnga rouge, ngaïnga bayansi. Lui d'ailleurs, il est excellent. Parmi les jus que nous contribuons dans Bandeko, nos frères qui sont anémiques, nous faisons également le jus à base de bissap. Totokisaka yango, au jus ngaïnga, on est allé dans Gambela, otokisi yango, maïwana. Vous mettez juste un peu de sucre. Il est très très riche en fer et ça contribue. Il y a quoi éviter la crise dans les anémique. Et puis ça prévient maladie anémie. On a vitamine, carence en fer. Alors côté à vitamine B12, nous avons les légumineuses telles que Mwengi, le niébé. Lui aussi, il est riche en vitamine B12. Ça contribue aussi à renforcer la vitamine B12 dans l'organisme pour éviter le problème de l'anémie. Nous avons également le fruit, comme je l'ai cité. Nous avons tel que la pastèque. Elle aussi, elle est très riche en fer. Même la pelure de la pastèque. Même mousouni, cher naye, mousouni naye. Même pelure naye. Même bambouma naye. Ça contribue efficacement. Nous avons également la feuille qu'on appelle le nème. Le nème, c'est une plante. La plante, on l'appelle le mangosté, mais la feuille, on parle de nème. Ça contribue aussi, si vous en faites en jus, vous allez bénéficier de la vitamine B12, de la vitamine B9 et du fer. Nous avons également le feuille de mangue. Nous avons également le jaune d'œuf. Là, c'est pour le fer héminique. Le jaune d'œuf contribue également à renforcer le sang. Donc, on a une sorte d'aliments qui contribue également à renforcer notre sang pour éviter l'anémie. Question seulement parce que je me rends compte qu'en voulant faire le bien, faute de matériel, on tue. Bobby fait son exposé très éloquent, mais quand il parle de l'anémie, c'est une personne qui présente l'anémie étant drépanocytaire ou pas. C'est ça le problème. Parce que le problème, la personne peut avoir ce problème-là, mais il n'est pas drépanocytaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin dans son sang, il n'a pas besoin de tout ce que... oui, ça c'est d'une manière générale. Voilà. De raison pour laquelle au début je parlais de l'anémie fériprive, l'anémie pernicieuse qui est due à la carence de la vitamine B12 et la carence de la vitamine B9. Alors je vais essayer quelques aliments qui peuvent avoir du fer, du B12 et du B9. Voilà. Alors c'est à la personne de voir ce qu'il veut par rapport à son cas. D'où un examen est nécessaire. Justement. Alors, pour savoir ce que vous voulez par rapport à votre cas ou Justement. connaître votre cas, en ce moment-là, il faut se rendre à l'hôpital, chez un médecin pour se faire donc examiner. Alors, on va conclure par ici parce qu'il ne reste pas assez de temps. Parlons un peu des préjugés aussi. Biwan est en train de sensibiliser, de prendre part également à cette journée internationale, ce qui est une bonne chose. Nous allons continuer, on l'a toujours fait, on continuera toujours à les faire parce qu'on veut nos téléspectateurs en parfaite santé. Mais docteur, il y en a qui disent donner de son sang, ça prend beaucoup de temps. D'autres disent, ah, ça fatigue. D'ailleurs, Prince l'a soulevé ici pour dire, après ça, on se sent fatigué. Est-ce vrai? Et on nous dit également, il faut être en jeûne. Donc, Koliate, so ebo kopesa makila, Koliate ti après avoir kopesa makila, Olia sardine ou maintenant coca. Encore, il y en a encore qui disent non, je refuse cela parce que en tant que chrétien, on a dit que la vie résidait dans le sang. Donc si la personne a des mauvais esprits, à travers son sang, je peux également attraper ces mauvais esprits-là. Et d'autres disent, je vais attraper encore d'autres maladies. Rapidement, ça sera aussi votre conclusion. Donc vous allez en profiter pour donner votre mot de la fin pour... aujourd'hui, tous ces préjugés autour de ce don du sang. Quand nous avons commencé l'émission, je vous avais dit qu'il y a un problème de communication et d'information. Et c'est ce qui fait naître tous ces préjugés, parce que les personnes ne sont pas informées. Et ça, c'est les préjugés là, bien sûr, quand ils viennent au Centre national de transfusion sanguine, on va discuter, on va expliquer tout ça, parce qu'un donneur, quand il vient donneur, il faut lui expliquer tout ce qu'il faut à ce donneur pour qu'il ne puisse pas avoir de problème. Comme Prince l'a dit, quand quelqu'un donne le sang, après avoir donné le sang, il y a toujours des conseils qu'on donne, de boire beaucoup d'eau, tout ça comme ça. Il y a des conseils, mais il ne faut pas qu'un donneur donne, vous le laissez, et il part comme si vous l'avez abandonné. Non, parce que nous, je vais peut-être
les donneurs peuvent, ça peut... Nous, le CNTS, nous avons une phrase. La meilleure transfusion, c'est celle qu'on ne fait pas. C'est-à-dire, si vous devez éviter beaucoup plus de transfusions, comme il a dit, quand vous avez un problème de fer, vous avez une nutrition, quelqu'un, il faut dormir sur moustiquaire pour ne pas parler paludisme. Quand vous allez accoucher, il faut aller dans un bon centre et on va vous faire accoucher calmement, sans problème. Il faut faire de sorte qu'il n'y ait pas, parce que nous savons que la transfusion comporte beaucoup de risques. C'est comme ça que nous disons que la meilleure transfusion, c'est celle qu'on ne fait pas. Mais si on veut la faire, alors il faut la sécuriser. Il faut bien sécuriser la transfusion, tout ça. C'est comme ça que notre mot de la fin, c'est, en fait, aujourd'hui, nous n'avons pas de techniques scientifiques à développer. La journée d'aujourd'hui, c'est dire merci. Oui. Okay. Dire seulement merci à ces donneurs-là qui font battre le cœur du monde. C'est juste ce que la journée ici, au CNTS, il y a des manifestations. Je crois que l'excellence ministre de la Santé ou bien la vice-ministre, ils seront là juste pour témoigner de leur affection, de leur la bonne foi. Donc, remercier, c'est seulement les donneurs. Répondez à cette question pour remercier également ces messieurs. Bonjour Biwan, j'ai suivi sur une chaîne française dont j'étais le nom que ceux qui sont vaccinés du Covid ne peuvent pas donner du sang. Est-ce que ces vaccins modifient quelque chose dans le sang? Il veut aussi savoir pourquoi ceux qui ont des tatouages ne peuvent pas donner du sang. Et aussi, enfin, est-ce que c'est la fièvre qui cause l'anémie ou c'est l'anémie qui cause la fièvre? Monsieur Gires Kaboulo depuis Kamina. Ici, merci beaucoup Monsieur Gires Kaboulo. En fait, il y a des critères pour qu'un donneur donne le sang. Ce n'est pas seulement la vaccination à la Covid-19. Et les tatouages. Et les tatouages. Même la vaccination simple aussi, quand quelqu'un se vaccine, quand quelqu'un prend la drogue par la voie injectable, tout ça. Donc, en fait, tout ça, c'est pour réduire le plus possible les risques d'attraper une maladie, et quand vous avez cette maladie, vous pouvez la transmettre. Ce n'est pas par rapport à la Covid, non, non. Les critères sont là. Faites tout pour que le sang que vous allez prendre chez les donneurs ne puisse pas faire du mal à la personne qui va le recevoir. Voilà. C'est ça la conclusion. C'est ça, sauver la vie. Merci Alors, beaucoup. est-ce que c'est l'anémie qui cause la fièvre ou c'est la fièvre qui cause l'anémie? Dans notre organisme, nous avons ce qu'on appelle le mécanisme de défense. Donc, on doit au moins voir, est-ce que la fièvre est basée sur quoi? Paludisme, infection. S'il y a un risque infectieux élevé, ça fera en sorte que de l'autre côté, il y a altération. Si nous avons un patient avec beaucoup plus paludisme à forte parasitémie que parasite, qui est belé dans l'organisme, on aura aussi ces pertes de sang. Et maintenant, comme mécanisme de défense, on développe soit frisson, soit fièvre, soit l'état allergique. Une personne qui est là directement, il commence à frissonner directement, il a de la fièvre. Il y a toujours un mécanisme de défense. Ça part de quelque chose pour atterrir à quelque chose. Alors, Monsieur Arnaud, en quelques secondes, votre mot de la fin pour aujourd'hui, encourager les donneurs qui nous suivent en ce moment. Vraiment, nous sommes de cœur avec vous, vous nos frères, nos sœurs, vous les bénévoles. Continuez encore à donner du sang. Nous sauvons des vies. Je sais qu'il y a certains pasteurs qui n'acceptent pas, mais je conseille aux pasteurs, donnez votre appui spirituel, laissez aussi les corps médicaux de donner leur appui. On ne va pas médical. recevoir des mauvais esprits de l'autre, non, hein? Je ne pense pas. Je pense pas. Oh, les donneurs et sorciers, et puis on vous fait la transfusion, et puis la nuit, là, on va dire... Les médecins ont confirmé, non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. Et si vous êtes vraiment chrétien, priez avant de recevoir ces sangs, n'est-ce pas? C'est le Dieu Tout-Puissant qui a donné également de l'intelligence à ce médecin. Moi, j'ai dit toujours, même à l'époque de Jésus, Jésus n'a pas guéri tout le monde. Non, il n'a pas guéri tout le monde. Donc, comment il faisait pour être en bonne santé? Donc, il y avait des médecins également à l'époque de Jésus-Christ.
Alors, si vous vous sentez, vous êtes convaincu que je dois aller à l'hôpital, allez-y, vous priez, vous allez à l'hôpital et vous allez recevoir de soins. Rapidement, moi, j'ai dit merci à vous parce que je ne pourrais pas vous passer encore la parole, sinon j'aurais des problèmes avec Bob Kabangou, il faut éviter. Merci à Sylvie, merci à la grande équipe. On dit encore merci, merci à tous les donneurs, ceux-là qui donnent leur sang sans attendre quelque chose en retour. Vraiment, cette journée vous est donc dédiée. Nous vous disons merci. Continuez à donner vos sangs pour, voilà, pour faire battre le cœur du monde. Ah oui, le monde aussi a un cœur. Et ce cœur a besoin de votre sang pour continuer à battre, pour continuer à vivre, n'est-ce pas? Portez-vous bien. Excellente semaine à toutes et à tous. La semaine vient de commencer avec Dorcas Kapinga. Si Dieu le permet, nous allons la clôturer également ensemble avec Julie Sefo. Portez-vous bien et bonne suite de